Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour la rentrée de votre émission Dimanche en politique. Aujourd'hui, mon invité est une figure du socialisme limousin. Marie-Françoise Peyrolle-Dumont achève son dernier mandat de sénatrice et annonce son retrait de la vie politique après plus de 40 ans d'engagement. Tour à tour maire, députée ou présidente du Conseil général de Haute-Vienne, elle reviendra avec nous sur son parcours d'élue et de militante socialiste juste après le générique. Bonjour Marie-Françoise Peyrolle-Dumont. Bonjour. Merci d'être avec nous. Effectivement, vous n'avez pas été maire, mais élue municipale à Nède, votre ville natale, votre village natal. Absolument. Alors, vous achevez votre mandat de sénatrice. Vous ne vous représentez pas pour ce scrutin qui, on le rappelle, a lieu le 27 septembre. Vous annoncez votre retrait de la vie politique. Pourquoi cette décision? Est-ce qu'elle a été prise depuis longtemps? J'y réfléchissais depuis longtemps. Elle est multifactorielle. Tout d'abord, personnellement, mais ça n'engage que moi, je considère qu'il n'est pas très raisonnable d'exercer un mandat parlementaire après 70 ans. J'ai 68 ans, si vous rajoutez 6 ans, je considère que ça faisait un peu tard. Est-ce que c'est un message à vos collègues sénateurs, à certains d'entre eux en tout cas? Ah non, j'ai bien dit que ça n'engageait que moi. C'est chacun conçoit sa vie comme il l'entend. En tout cas, pour moi, c'était un peu mon mantra. Vous savez que tout au long de ma carrière, je me suis imposée de ne pas rester trop longtemps dans le même mandat. Après 3 mandats de député, j'ai décidé de ne pas me représenter. 3 mandats de présidente de conseil général, même chose. Bon, je n'allais pas faire 3 mandats de sénatrice. Je crois que j'aurais eu un âge quand même beaucoup trop respectable. Et donc, en tout état de cause, j'ai fait ce choix pour des raisons personnelles, parce que je souhaite consacrer plus de temps à ma famille, à mes enfants, à petits-enfants, à mes amis, lire, voyager, faire des choses, cueillir les champignons, j'ai déjà dit, me balader dans la nature limousine, ce que j'adore. Il y a aussi un contexte politique qui m'a amené à confirmer cette situation. Il y a d'abord eu la crise du Covid, où je me suis dit qu'il y avait peut-être des hiérarchies, des priorités qu'il fallait revoir. Et puis aussi, il y a un contexte politique qui ne me convient pas. Peut-être suis-je de l'ancien monde, mais la pratique politique actuelle, la façon dont les choses se passent, le flou qui a été voulu par le président de la République, cette façon de voulu tout exploser, on voit bien qu'il y a un malaise. Et donc, moi, ce contexte ne me convenait pas et ça a contribué à ma décision. Alors, les candidats PS au sénatorial sont Christian Redon-Sarrazy, maire de Meuzac, qui était votre suppléant, et puis Isabelle Briquet, maire du Palais-sur-Vienne. Ils ont leur chance, selon vous? Je ne sais pas, parce que, vous savez, à une élection, on part toujours pour gagner, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis là, on m'annonce plus de 10 candidats, c'est quand même du jamais vu pour des élections sénatoriales, donc il y a une telle atomisation du nombre de candidatures que je ne sais pas. Moi, je peux vous parler de celui que je connais le mieux, Christian Redon-Sarrazy, qui a été mon suppléant pendant 6 ans. Grâce à qui j'ai pu mener ce combat, ce mandat à bien, parce qu'il était très présent sur le terrain, il est maire de sa commune de Meuzac depuis longtemps, il vient juste de prendre sa retraite, il a été directeur de l'IUT pendant longtemps, il a jusque-là mené sa vie professionnelle et son mandat d'élu local de front, il connaît bien les communes, connaît bien les collectivités, il est très à l'écoute des maires, il connaît bien la ruralité, c'est un élu rural, il connaît bien la ville, il a aussi vécu à Limoges quand il était directeur de l'IUT au tout début, donc j'espère vraiment qu'il fera un bon score, j'espère vraiment qu'il sera élu, parce qu'il a tout à fait le profil pour bien représenter les élus, les collectivités territoriales auviennoises à la Haute Assemblée. Oui, on rappelle que ce sont des grands élus qui élisent les sénateurs et non pas les électeurs comme dans le reste des élections au suffrage universel. Vous faites quel bilan de ce mandat de sénatrice? Qu'est-ce que vous retenez? Je retiens une autre façon de travailler. Moi, j'avais connu donc l'Assemblée nationale avec 15 ans de député, 3 mandats de député, un premier mandat totalement exaltant quand Lionel Jospin était Premier ministre, une façon de travailler à l'Assemblée avec la gauche plurielle, ce qui supposait beaucoup de négociations, beaucoup de discussions pour arriver à un objectif commun, avec la rigueur bien connue de Jospin. C'était extrêmement intéressant, mais c'est un lieu, l'Assemblée nationale, c'est un lieu d'affrontement politique aussi. Le Sénat, c'est autre chose. C'est plus un travail de fond. C'est plus feutré? Je dirais peut-être pas feutré. C'est bien sûr la défense des collectivités, la défense des territoires, mais pas seulement. On l'a vu avec l'affaire Benalla. Si le Sénat n'avait pas été là, eh bien tout cela aurait été étouffé. C'est une chambre d'équilibre. C'est un des remparts de la démocratie dans ce pays. Et encore plus avec le quinquennat et l'inversion du calendrier. Maintenant, l'Assemblée nationale, elle suit obligatoirement quasiment le président de la République. On le voit bien actuellement. Encore que ça commence à tanguer un petit peu. On va bien voir tout ce que tout ça va donner à la rentrée. Le Sénat, c'est autre chose. Le Sénat ne peut pas être dissous.
Le renouvellement en 2 fois donne une grande stabilité. Donc c'est une chambre où on travaille autrement. Et donc ce qui m'intéressait, c'est ce travail plus de dossiers, plus en retrait. Dernière question sur les sénatoriales. La candidature d'Émile Roger-Lamberty, maire à peine élu de Limoges, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous savez, il y a aussi le fait que les élections municipales ont été reculées. Les élections réélues en mars, les gens ne se poseraient sans doute pas la question, vous ne me poseriez sans doute pas la question. Donc moi, j'imagine que M. Lamberty a bien réfléchi sa décision et que s'il est candidat, c'est parce qu'il a un message à porter. On va revenir sur votre longue et riche carrière politique, Marie-Françoise Peyrolle-Dumont. La première image de vous en politique que j'ai retrouvée dans nos archives, elle date de 1988. On la voit, vous êtes candidate aux élections cantonales sur le canton de Limoges-Beaupuy. Vous êtes élue, d'ailleurs. Au tout départ de votre engagement politique, quelle est la motivation qui vous a animée ? C'est sans pitié, vos images, là, le recul depuis 88. Ce qui m'a animée, vous savez, moi, j'ai adhéré au Parti socialiste quand j'ai terminé mes études, quand je suis entrée dans la vie professionnelle, en 1975. Vous êtes devenue enseignante. J'ai professeur d'anglais, c'est mon métier. La politique, c'est une fonction. Mon métier, c'était d'être professeur. Je suis professeur retraité quand on me demande mon métier. Même si je vais être incessamment sous peu parlementaire honoraire, mon métier, c'était d'être professeur. Ce qui m'a motivée, la politique, les élections, les mandats, c'est pas une fin en soi. C'est un outil, c'est un levier. C'est l'action, donc. C'est l'action. Mon tout premier mandat, c'était en 77, conseillère municipale à Ned. Première liste d'Union de la gauche, première femme socialiste sur une liste communiste à Ned. Et c'est parce que c'est un moyen de faire bouger les choses. Pas autant qu'on le voudrait. Moi, vous savez, à la fin de ma vie, de mon parcours politique, je suis très modeste. Entre ce que j'aurais aimé faire et ce que j'ai fait, il y a une grande différence. Mais voilà, parce qu'il y a des contraintes, il y a des contingences qui font qu'on ne va pas aussi loin qu'on le voudrait, aussi vite qu'on le voudrait. Mais c'était une façon d'agir. Mon grand-père me disait tout le temps, il ne faut pas se contenter de critiquer. Quand quelque chose ne va pas, il faut tenter de le modifier. Voilà. Alors justement, on va tenter de revenir un peu sur tous ces mandats, sur toutes ces actions. Vous avez donc dirigé le Conseil général de la Haute-Vienne pendant 11 ans, c'est ça ? C'est cela. 2004-2015. Ce mandat-là en particulier, quel bilan vous en tirez ? Les bons points, les mauvais points ? C'est un mandat qui m'a absolument passionnée. C'est un mandat difficile et exigeant. Exigeant parce que vous êtes dans une assemblée où chaque élu est élu sur son propre... C'est pas un scrutin de liste, son propre territoire. Oui. Et ensuite, il faut arriver à faire fonctionner tout ça ensemble. Donc, c'est pas facile à gérer, une assemblée départementale, une assemblée d'élus départementaux. Il y a beaucoup de services avec des compétences très différentes. Donc, c'est une grosse machine. J'en garde un souvenir exaltant. J'ai beaucoup travaillé avec mon directeur général des services, Jean-Luc Bourguignon, et tous les collaborateurs, et puis tous les élus aussi qui étaient là, ceux de ma majorité, mais pas seulement. Un mandat exaltant parce que les compétences elles regroupent, j'allais dire, il n'y a pas un aspect de votre vie, il n'y a pas un citoyen, il n'y a pas un Auviennois qui, dans la journée, n'est pas concerné par les politiques départementales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient par rapport au collège, qu'elles soient par rapport au vieillissement, qu'elles soient par rapport aux enfants, le sport, la culture. Donc, c'est absolument passionnant, tout ça. J'en garde un souvenir... ému. J'ai beaucoup aimé travailler dans cette collectivité. Alors, on sait qu'il y a un problème de désenclavement, particulièrement dans ce département de la Haute-Vienne. La mise à deux fois de voies de la RN 147, on en parle depuis 40 ans, même plus. Oui. Il y a eu la déviation de Bellac, on va en voir quelques images. C'est pas suffisant. Bien sûr que non, que c'est pas suffisant. Moi, je suis très heureuse qu'il y ait la déviation de Bellac, que j'avais arrachée à Lionel Jospin en disant l'axe Nantes-Méditerranée, il passe par la 147, par Limoges, et puis Bellac et Poitiers, etc. Et il avait, accrédité ceci et validé l'idée du contournement de Bellac qui était le premier maillon. Mais après, tous les ans, il n'y a pas une année où je ne suis pas intervenue sur la 147 quand j'étais députée. Et après, quand j'étais présidente, j'ai fait voter le principe d'une participation du département sur sa mise à 2 fois 2 voies. Mais ça fait partie des choses. Il y a ce que j'aurais bien voulu voir, c'est-à-dire cette mise à 2 fois 2 voies, et ce qui est. Il y a un premier maillon, contournement de Bellac, et il reste tant à faire et beaucoup à faire. Et justement, est-ce qu'on ne peut pas y voir un manque de considération pour des élus de territoire qui pèsent peu finalement d'un point de vue mathématique Vous savez, je crois que les grandes contingences, les grandes contraintes, ce sont les contraintes budgétaires. Dans ce pays, qui est-ce qui a la main ? Même des ministres, les ministres amis vous le disent, qui est-ce qui a la main ? C'est Bercy qui a la main sur les budgets. Donc il y a un vrai problème. Et je crois aussi une véritable méconnaissance au niveau national, au niveau parisien, de ce qu'est la réalité des territoires, des besoins que nous avons en désenclavement. Quand j'entends dire qu'avec les nouvelles technologies, avec le web, etc., on a moins besoin. Mais ça n'a rien à voir. On n'a jamais vu des camions transiter sur le web. Donc il faut absolument, bien sûr le numérique, bien sûr tout ça, ça fait partie des
de la communication, mais la communication physique, on la voit depuis le début de l'humanité, elle est impérative. Donc moi j'appelle de mes voeux une avancée sur cet axe-là. Ce que j'observe quand même, c'est que depuis le début de ce mandat, rien n'a été fait non plus. Oui, un mot sur l'autoroute concédée, qui semble avoir les faveurs d'une partie des élus. Moi, je n'ai pas de position d'ayatollah là-dessus. Je pense qu'il y avait une partie qui est inscrite au contrat de plan. Eh bien, le problème, c'est que les choses traînent. Je l'avais dit au préfet précédent, je l'ai dit à celui-ci, il faut déjà que les sommes qui sont engagées soient consommées. Sinon, elles vont être reversées au budget de l'État. Et donc là, il y a un vrai problème aussi de consommation des crédits dès lors qu'ils sont actés. Ça veut dire qu'il y a un problème bureaucratique ? Oui. Vous savez, il y a je ne sais plus comment il s'appelle, c'était Guillaume, je crois que c'est Poitrina, il avait écrit « Plus vite, la France malade de son temps ». Et il comparait le temps qu'il faut en France pour faire un opéra, pour faire une route, etc., avec le temps qu'il faut en Chine. Alors, je ne poserai pas la Chine comme modèle, certainement pas, parce que leurs considérations écologiques, etc., environnementales ne sont pas les nôtres. Mais enfin, je veux dire qu'il y a un vrai problème dans une démocratie comme la nôtre, entre le temps de la décision et le temps de la réalisation. Alors, le désenclavement du nord de la Haute-Vienne, c'est aussi le projet de Barrault-LGV, Limoges-Poitiers, qui a lui aussi été enterré. François Hollande, vous avez reçu avec un certain nombre de grands élus sur ce dossier. Avec le recul, aujourd'hui, vous vous dites quoi ? Qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je me dis que les détracteurs, il faut de la concertation. On n'est plus à l'époque où on peut imposer des projets sans concertation. Mais les détracteurs ont été plus entendus que ceux qui étaient les promoteurs de cet axe-là. Et c'est bien dommage. Et ils auront la lourde responsabilité, ils auront assumé face aux générations à venir leur responsabilité d'avoir contribué à faire échouer ce dossier. Ils ne sont pas les seuls. Je considère qu'au niveau du gouvernement, nous n'avons pas été soutenu autant qu'il aurait été nécessaire, et je le dis très clairement. J'ai eu l'occasion de le dire à celui qui était président de la République à l'époque, François Hollande. J'ai eu le sentiment qu'on avait été un peu abandonné, mais surtout, j'en veux beaucoup aux détracteurs qui ont multiplié les procédures et qui ont été entendus. Et ça pose quand même un grand problème, parce que j'ai le sentiment que nous, qui étions les plus nombreux à vouloir ce Barrault-LGV, non pas pour nous faire plaisir, mais parce qu'il était impératif d'avoir une liaison rapide à Paris et une interconnexion au réseau européen des TGV. Il était réaliste, ce projet de Barrault-LGV ? Écoutez, on nous dit que financièrement, il n'aurait pas été rentable. Mais est-ce qu'on ne doit faire dans ce pays que des choses qui sont rentables ? Eh bien non, parce que si on ne fait que des choses qui sont rentables, on ne fait pas non plus la 147, parce qu'elle ne sera pas rentable. Et même en autoroute concédée, si on ne fait que des choses rentables, il y a plein de choses que l'on ne fait pas. Donc, il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'aménagement du territoire, et c'est pas fait pour être rentable. C'est pas moi qui l'avais inventé, c'était le général de Gaulle qui l'avait inventé. Et est-ce que le retard ou la dégradation de la ligne POLT, elle ne s'explique pas aussi par toutes ces années qui ont été quelque part perdues sur ce dossier de Barrault-LGV ? Non, elle s'explique par l'abandon par SNCF et RFF et par les gouvernements successifs de la politique ferroviaire dans notre pays globalement. Alors que c'est un enjeu de société aujourd'hui c'est un enjeu fondamental. Considérable. Il a fallu le Covid, etc. Il a fallu la crise pour qu'on redécouvre que c'est fondamental. Bien sûr que c'est fondamental. Alors, en tant que député, cette fois, un mandat que vous avez exercé pendant 15 ans, trois mandats, oui. Votre plus grande fierté, j'ai lu que vous référiez surtout à la loi des 35 heures, par exemple, mais qu'est-ce que vous retenez de cette période-là ? Pas seulement ça, l'allocation personnalisée d'autonomie pour nos aînés. Vous savez, moi j'ai dans ma famille des personnes âgées. Je vois ce que ça coûte le reste à charge dans les EHPAD pour les familles. Quand on voit le niveau des retraites en Haute-Vienne, quand on voit le reste à charge, c'est à peu près le double d'une retraite moyenne. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. Donc il faut encore aller plus loin. L'allocation personnalisée d'autonomie, c'était une grande avancée. Ça ne suffit pas. Le gouvernement précédent, sous François Hollande, a procédé à une avancée intéressante qui était des améliorations pour la prise en charge de nos aînés à domicile, où là il est plus facile d'être aidé avec un contexte budgétaire mieux maîtrisé. Mais le plus dur reste à faire. Et j'avais eu l'occasion de le dire à ce moment-là, au gouvernement précédent. Le plus dur, c'est la prise en charge dans l'établissement. Et là, il faut vraiment qu'il y ait une grande loi où la solidarité nationale, c'est vrai pour le grand âge, c'est vrai pour le RSA, c'est vrai pour la PCH, c'est-à-dire c'est vrai pour les personnes âgées, c'est vrai pour les personnes qui sont sans emploi, c'est vrai pour les personnes qui sont handicapées, ces trois allocations de solidarité qui sont le socle de la solidarité, le socle du vivre ensemble dans notre pays, un des socles, eh bien, il faut absolument qu'il y ait un financement. Je l'ai dit sous tous les gouvernements. Je n'ai pas été entendue, sans doute encore un de mes échecs, mais je persiste à le dire, ça ne peut pas être financé de façon différente selon les territoires et selon leur richesse. Or, actuellement, tout ça, ça pèse essentiellement sur les départements.
les conseils départementaux, et ça n'est pas possible. Est-ce qu'ils ont suffisamment de marge de manœuvre, ces départements? Justement, on dit beaucoup ce sont des chambres d'enregistrement, de prestations sociales. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de... Ce n'est pas des chambres d'enregistrement simplement. Ils servent les prestations sociales. Mais je peux vous dire, je vais vous citer un exemple. Que ce soit pour l'APA ou pour le RSA ou pour la PCH, la prise en charge... La PCH, on peut préciser... Prestation de compensation du handicap ou l'allocation adulte handicapé. On peut remarquer que selon les départements dans lesquels vous êtes, la prise en charge n'est pas la même parce que les capacités des départements budgétaires ne sont pas... Il y a une inéquité territoriale, vous avez raison. Et vous savez, parce qu'il faut être honnête en politique, moi j'ai des regrets. Quand je regarde le passé, j'ai des regrets par rapport à mon action. J'étais pas focalisée seulement là-dessus, mais je faisais très attention à la maîtrise budgétaire, ne pas endetter trop ce département pour qu'il garde des marges de manœuvre pour Ça vous a été reproché par l'opposition d'ailleurs? Oui, ça m'a été reproché. Ceci dit, oui, mais... L'opposition, parfois, je ne comprends pas très bien s'ils comprenaient bien mes budgets ou des budgets en général. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, peu importe. L'opposition est là pour critiquer. C'est la règle du jeu. J'observe quand même que parfois, je pense à M. Gabouty, me dit budget est bon, mais on ne le votera pas parce que, etc. Je n'ai pas toujours très bien compris. Mais bon, c'est comme ça quand on est dans l'opposition, on critique. J'ai fait la même chose quand j'étais dans l'opposition. C'est un peu la règle du jeu. Un de mes regrets, c'est par rapport, on parlait par exemple de la PCH, par rapport au handicap. Il y a tellement de besoins. La loi de 2005, qui est une loi généreuse, mais c'est une loi qui n'est pas financée. La loi qui a été votée sous le gouvernement de 2005, Marie-Thérèse Boisseau était quelqu'un de remarquable, c'était une fille de droite, mais quelqu'un de remarquable. Elle avait vraiment une idée intéressante en proposant ceci, mais il n'y avait pas les financements. C'est d'ailleurs pour ça, nous, groupes socialistes, nous étions abstenus parce que nous avions vu qu'il n'y avait pas les financements. Et souvent, je répondais, oui, mais là, on est dans la maîtrise budgétaire, on ne peut pas aller au-delà de ce budget, etc. Or, il y a tellement de besoins. Et une personne handicapée qui est insérée dans la société, ça coûte beaucoup moins cher qu'une personne âgée, qu'une personne handicapée qui n'est pas insérée dans la société. Et humainement, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, 11 ans présidente du Conseil général, on le disait, 6 ans sénatrice, 15 ans députée. Mon confrère du Populaire du Centre, Sébastien Dubois, écrit avec beaucoup de justesse que vous appartenez à la génération dorée du PS Limousin. Est-ce qu'elle existe encore, cette génération, aujourd'hui? Dorée, je ne sais pas, parce que je veux dire, moi, mes investitures, je les ai toujours eues contre plusieurs candidats en interne, et mes élections aussi. J'ai été élu député contre un député de droite, et j'ai été confirmé 3 fois avec des gouvernements, Sarkozy, M. Chirac, etc. Bon, pas dire que c'était quand même un chemin pavé de roses. Sans doute un âge d'or, peut-être, du socialisme. Mais il y avait effectivement, et c'est ce que j'allais dire, vous avez raison de le dire, il y a eu une période très faste pour le socialisme et pour le Parti socialiste aussi. Moi, je pense que les idées que nous portons, le socialisme, tel que je le conçois, c'est-à-dire un socialisme de responsabilité, de gouvernement, parce que les incantations pour aller toujours plus loin, ça fait plaisir quand on est en tribune, ça fait plaisir quand on est devant des syndicats, ça fait plaisir pour gagner les congrès, mais quand on est face à la dure réalité, eh bien on se rend compte qu'on est dans une économie mondialisée, où il y a une économie de marché, etc. Vous pensez à la campagne de Benoît Hamon, par exemple, en 2017 ? Oui, il avait plein d'idées. Je connais bien Benoît, il avait plein d'idées très sympathiques, mais c'était, voilà, il y avait plein de choses qui n'étaient pas possibles et auxquelles nos concitoyens n'adhéraient pas parce qu'il allait peut-être trop vite, trop loin. Donc moi, je suis pour un socialisme de responsabilité, de gouvernement qui tient compte des contingences, mais je pense que au-delà du Parti socialiste lui-même qui est en train d'évoluer, qui devra évoluer. Vous y jouerez un rôle? Vous gardez votre carte au PS? Moi, je garde ma carte au PS. Enfin, je ne sais pas ce que va donner le prochain congrès. Si je suis vraiment très opposée à ce qui se passe, on verra. Je ne le pense pas. Vous savez, je suis socialiste depuis les années 70, donc je ne vais pas quitter ma carte, déchirer ma carte comme ça du jour au lendemain. Mais ce que fait le Parti socialiste actuellement, la majorité nationale, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je n'adhère pas. Je l'ai dit au moment des européennes. Mais le socialisme lui-même, les valeurs du socialisme, celles-ci, elles existent, elles perdurent. L'échec d'Alain Rodet à la mairie de Limoges en 2014, ça a été vraiment un séisme pour le PS Limousin. Comment vous l'analysez avec le recul? Moi, ça a été mon plus grand traumatisme politique. Parce que j'ai trouvé d'abord que c'était très injuste, parce qu'il y avait un travail colossal qui avait été fait. Pour autant, il y a des explications. Les explications, c'est que c'était, comme on dit peut-être, le mandat de trop. On est dans une époque où les gens changent beaucoup plus qu'avant. Je pense que les très grandes longévités politiques, ça ne sera plus de mise à l'heure actuelle parce que les réseaux sociaux, parce que plein de choses qu'ils font. Est-ce qu'il aurait dû préparer sa succession, Alain Rodet? Alors vous savez, c'est toujours difficile de se mettre à la place des autres. Et parfois on booste des gens, on propose des gens et puis on est extrêmement déçu après.
Ça n'est pas toujours le cas, ça n'a pas été mon cas. Moi, je suis très contente d'avoir réussi un passage de relais quand j'ai arrêté d'être députée, et puis un passage de relais quand j'ai arrêté d'être présidente de conseil départemental. J'ai eu d'autres moments, d'autres choix moins heureux. Alors, vous parliez du paysage politique français actuel tout à l'heure. Un dernier mot sur François Hollande. Est-ce que vous lui en voulez d'avoir rayé de la carte la région Limousin, qu'elle n'existe plus aujourd'hui ? Non. Je lui en veux de ne pas avoir été plus offensif pour nous aider à obtenir une liaison TGV avec Paris. Oui. Non. Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui étaient dans la confidence quand ceci a été décidé. Mais je ne suis pas contre ces régions agrandies, dès lors que l'on a gardé le niveau départemental, qui est le niveau de la proximité, de par son mode d'élection, de par les politiques qu'il conduit. Vous savez... Moi, je viens de passer une semaine de vacances. Je suis restée dans notre grande région. J'ai passé une semaine de vacances sur la côte basque. Quand on voit la dynamique de certains territoires, on ne peut être que gagnant à être accroché à ces dynamiques-là. Et puis, moi, je ne suis pas là pour faire la campagne de M. Rousset. Mais si vous avez vu la presse locale, vous avez vu ce qui a été injecté par la région Aquitaine dans l'ancienne région Limousin. Les anciens présidents de la région Limousin, Gérard Vandenbroek, Jean-Paul Denanot, ils ont fait du très bon travail avec la région qu'ils avaient, les moyens qu'ils avaient. Mais ils ne pouvaient pas avoir la force de frappe de la région Aquitaine. Par contre, ce qui est vrai, qui est indéniable, moi je pense que c'est un atout. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça a été mal perçu, c'est que ça reste encore, je crois, mal perçu par les Limousins. Alors vous évoquiez tout à l'heure cette période exaltante avec Lionel Jospin. Il s'exprime à nouveau récemment, Lionel Jospin. Il appelle la gauche écologiste à se rassembler pour 2022 avec un seul candidat. Vous souscrivez à cet appel ? Alors moi, je ne suis pas sur les personnes, je suis sur les idées. Et oui, il est évident que si la gauche ne se rassemble pas, elle ne gagnera pas. Pour la première fois, Olivier Faure envisage la possibilité qu'il n'y ait pas de candidat socialiste. Vous savez, nous, c'est pas un royaume, le Parti socialiste. Il n'y a pas un roi à la tête qui décide. C'est un parti démocratique avec des consultations militantes. Moi, je ne voterai pas s'il propose ceci, je voterai contre. Parce que je pense qu'on ne commence pas comme ça. On commence par faire une plateforme commune, on travaille ensemble, on voit si on est capable de gouverner ensemble, chacun fait un bout de chemin, chacun fait des concessions, et ensuite émergent les personnalités. Est-ce que ce serait une personnalité non socialiste? Est-ce que ce serait une personnalité socialiste? Je pense qu'il y a dans nos rangs un certain nombre de richesses qui pourraient permettre, avec un travail de fond et un peu d'abnégation, de présenter un candidat socialiste. Est-ce que ce rassemblement de la gauche pluriel, finalement, c'est ce qui a manqué à Thierry Miguel, par exemple, à Limoges? Il y a eu moi j'avais plaidé pour ouvrir beaucoup, et même pour avoir un tête de liste qui ne soit pas socialiste. Sauf qu'ouvrir, ça veut dire ouvrir à tout le monde, ouvrir à la société civile. Et là, on a ouvert. Alors, malheureusement, dans les partis de gauche, il n'y a eu que le Parti communiste et ADS qui nous a suivis. Les Verts, le parti, les écologistes n'a pas voulu venir avec nous. Ils ont payé l'addition, tant pis pour eux. Ça aurait été bien qu'ils viennent avec nous. Ça aurait aussi aidé à préparer l'avenir, d'autant que nous avons quand même beaucoup de points communs avec eux, qu'ils ont beaucoup de points communs avec nous. Mais ensuite, on a ouvert à des gens qui étaient des représentants, qui se disaient des groupes de réflexion, etc. Bon, d'accord, mais on peut s'autoproclamer groupe de réflexion représentatif. Mais enfin, il y a dans cette ville de grandes personnalités, de grandes sensibilités, qui ne sont pas nécessairement à gauche, mais qui sont apolitiques et qui ont des choses à apporter. Donc je pense qu'il aurait fallu aller plus loin. Il nous reste quelques minutes d'émission. J'aimerais terminer, Marie-Françoise Perlumont, pour évoquer votre parcours de femme politique, le mot-clé étant femme. Est-ce que vous avez, à un moment de cette longue carrière, été discriminée, pas prise au sérieux parce que femme ? Oui, enfin pas prise au sérieux, non. Je pense qu'il y a eu des épisodes qui ne se seraient jamais produits pour un homme. Par exemple ? Moi, je me souviens d'une grande polémique sur laquelle je ne reviendrai pas, je ne le veux pas, dont j'avais été l'objet avec ma famille, qui d'ailleurs était totalement infondée. J'ai ensuite obtenu des excuses publiques. On n'aurait jamais fait ça à un homme, je crois. Mais j'ai horreur de dire ça. Bon, quand nous avons décidé de replacer les services du Conseil général sur le site de la rue François Chénieux, parce que nos services étaient éclatés, parce que c'était pas facile pour les agents pour travailler, c'était pas facile pour les utilisateurs, on ne reconnaissait pas l'Assemblée. Que n'ai-je entendu ? Je pense que vous vous souvenez comme moi de l'époque où on disait que je m'étais fait construire un château avec des robinets en or. Bon, c'est n'importe quoi. Et donc, je m'étais fait faire un appartement. Il n'y avait bien sûr pas d'appartement avec des lustres en cristal. Il n'y avait bien sûr aucun lustre. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais décidé qu'on n'inaugurait pas, qu'on faisait des portes ouvertes. Les gens venaient et puis ils arrivaient et puis ils disaient « Ah, mais c'est comme ça. Ah, mais c'est bien simple. » Oui. Donc, je ne suis pas certaine que nous m'aurait fait les frais d'un... Mais ça, c'est pas très grave. Le mouvement MeToo, un mot, c'est une vraie révolution pour vous, ce mouvement-là. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, vous, de souffrir de
harcèlement de vous-même? Vous savez, moi, j'ai un franc-parler, c'est bien connu. Et je ne viens pas vous chercher des noises. Quand un monsieur a voulu ne pas comprendre que non c'était non et que oui c'était oui, eh bien il n'a pas fallu très longtemps pour qu'il le comprenne. Voilà. Mais je suis favorable à tout ce qui contribue à l'émancipation. Et à la libération. Pas seulement des femmes, mais à l'émancipation des femmes et à l'émancipation de nos concitoyens tout court. C'est la raison pour laquelle je suis heureuse d'avoir été enseignante toute ma vie. Et si vous le permettez, juste un mot, merci à vous les journalistes qui faites un travail pas souvent facile, on n'a pas toujours été d'accord. Et merci à tous les habitants de ce département qui, à des mandats divers, m'ont fait confiance pendant aussi longtemps. Bon, il nous reste 2 minutes. Je vais vous demander ce que vous allez faire de votre temps après tous ces mandats, toute cette activité parfois extrêmement intense. Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps, Marie-Françoise? Moi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'entendaient dire « Ah là, je voudrais bien être grand-mère ». Donc j'ai un bonheur absolu, c'est que je suis grand-mère depuis 3 ans maintenant et que j'ai la chance que mes enfants nous confient à mon époux et à moi régulièrement notre petit-fils. Donc c'est un grand bonheur. Je vais continuer ça. Je vais m'occuper davantage de ma famille, mes 2 fils, mes belles-filles, mes cousins, mes amis. Mes amis, c'est important, que je ne recevais pas autant que je voulais, chez qui je n'allais pas aussi souvent. Aller au cinéma quand le Covid sera fini, parce qu'en ce moment, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Aller au théâtre, revenir au théâtre. Et puis, aller à Ned. Ned, c'est ma 2e maison. Donc, j'habite à Limoges, mais j'ai gardé ma maison de famille à Ned. Aller cueillir les champignons, aller faire plein de choses comme ça. Et puis, voyager. Et puis, l'engagement restera quand même sous une autre forme, peut-être? Oui, je vais me donner un petit peu de temps, mais après, j'aimerais bien faire du bénévolat et singulièrement tout ce qui tourne autour de l'hôpital, si on a besoin de moi pour de la lecture, par exemple aux enfants malades, des choses comme ça, j'aimerais bien. À ceux qui nous regardent et qui se demandent si l'engagement politique peut être une voie, qu'est-ce que vous diriez? Je dis que s'ils veulent... Bon, le mouvement syndical, c'est important, mais il faut qu'il y ait ensuite une traduction politique. Donc, les mandats politiques, c'est un levier, c'est un outil quand on veut faire bouger les choses. Donc oui, ça fait sens. Merci beaucoup Marie-Françoise Perrol-Dumont d'avoir répondu à nos questions. Belle retraite à vous. Merci. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet na.france3.fr. La semaine prochaine, un tout autre programme. Vous retrouverez à cette même place Mathilde Brazeau. Ce sera une émission Dimanche en politique spéciale Grande Région dont l'invité principal sera Alain Juppé. L'ancien Premier ministre viendra y parler de son livre Mon Chirac, une amitié singulière. Ce sera à partir de 11h, une émission exceptionnelle d'1 heure. Tout de suite, c'est le Flash Info en Limousin avec Angélique Martinez. Puis Dimanche en politique continue à Paris. Cette fois, Francis Letellier reçoit aujourd'hui Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains. Très bon dimanche à tous sur France 3.